Donc Denis Aublin, oui effectivement, donc, consultant, indépendant, en data science mais aussi en optimisation opérationnelle, parce que ce qui m'intéresse c'est au moins autant l'outil que ce qu'il nous permet de faire. Et effectivement, j'enseigne aussi dans 2 écoles d'ingénieurs. Dans la première, on pratique le machine learning hands-on, et dans la deuxième, on travaille des stratégies de valorisation des données. Formulé différemment, dans la première, on cherche la réponse dans les données, dans la deuxième, on cherche la question. Et il me semble que chercher la question mérite au moins autant d'attention que l'autre partie, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour poser la question, on est peu ou pas outillé. Alors que pour trouver la réponse avec les données, on a des algorithmes packagés, on a des réglages automatiques, on peut lancer des algorithmes à la fois. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais pour poser la question, nous sommes seuls. Et pourtant, l'enjeu n'est pas nul. Il n'est pas nul parce que ce que je peux observer dans cette vie réelle, c'est que ça a pour conséquence, quand on n'a pas pris assez d'attention à poser la question, c'est quelques mois de retard sur un projet. Alors parfois, c'est pas grave, on est un data lab, on explore, c'est normal. Parfois, c'est beaucoup plus douloureux. Parce que la question, eh bien, elle se corrige de mois en mois, et puis ça ricoche, et c'est un petit peu long. L'autre risque, c'est d'obtenir une réponse à sa question, de s'en servir, et puis se rendre compte qu'au final, elle ne sert à rien, voire elle est nuisible. Enfin, dernière motivation pour moi, c'est que mettre un peu d'attention à cette question qui est posée à l'IA, c'est une façon de garder le contrôle. Disons, sinon de garder le contrôle, au moins garder de sa responsabilité et de ne pas tomber tout de suite dans un data-driven un peu extrême. Genre, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est la data. Non, restons un peu responsables. Voilà, donc je parle beaucoup d'attention. Ça m'a conduit à détourner le titre de la publication, vous connaissez sans doute, qui en 2017 a popularisé une architecture de réseau de neurones qui s'appelle Transformer, dont les derniers développements font beaucoup parler depuis quelques mois. Et ce transformer, cette architecture-là, elle peut s'interpréter comme un mécanisme d'attention multitête. Voilà. Donc si la machine est capable d'attention, je pense que nous aussi. Alors, premier point qui est pour moi peut-être le plus simple, c'est à quoi sert l'IA dans l'entreprise? Je vous propose ma réponse. Ma réponse, c'est ça sert à faire peut-être un peu mieux, restons modestes, ce que l'entreprise fait déjà tous les jours. Il ne s'agit pas de faire des choses nouvelles, encore moins de faire des ruptures stratégiques. Il s'agit, par exemple, d'automatiser ce qu'on fait déjà, faire le café à notre place. Par exemple, j'ai vu récemment relever des prix automatiquement dans un supermarché avec un robot, lecteur d'images, analyse d'images, et puis hop, c'est fait. Mais le plus souvent, il s'agit de prendre des décisions d'allocation de ressources. Non pas faire le café à notre place, mais décider qui va recevoir un café, qui va emmener le café, quel type de café, et ainsi de suite. Et pour ces décisions d'allocation de ressources, eh bien, donc le modèle va nous guider. Et un exemple classique de ça, canonique même, c'est la maintenance prédictive. Ce n'est pas l'IA qui va maintenir nos ascenseurs, c'est l'IA qui va dire comment optimiser au mieux l'agenda de mes techniciens pour avoir un fonctionnement de mon parc optimum. Donc, à quoi ça sert? Il faut juste se poser la question de qu'est-ce qu'on fait tous les jours. Maintenant, comment ça marche? C'est assez simple aussi, quelqu'un pose une question dans l'entreprise, par exemple, qui va résilier mon service. Ensuite, quelqu'un, un data expert, va répondre. Il va répondre avec une boîte noire, qui est toujours un peu frustrante à communiquer en termes de comment ça marche. Et puis, ça marche bien, si on est content de cette boîte noire, on va la mettre en production, on va industrialiser, ce qui est souvent perçu comme l'indicateur majeur de réussite de mon projet IA, on est passé en prod. Ce qui est souvent légitime, mais parfois un peu réducteur. Alors c'est normal quand je fais un projet d'automatisation, passer en prod c'est bien l'objectif, mais quand j'ai un sujet d'allocation de ressources, j'ai le droit de me poser la question de essayer d'ouvrir la boîte noire et comprendre ce qu'il y a dedans. Alors la boîte noire IA c'est un peu compliqué, on peut extraire les gros cailloux, mais on ne peut pas extraire les graviers ni le sable fin. En gros on peut extraire les principaux patterns, mais on ne peut pas rentrer dans les détails de toutes les micro-décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas grave. Et à partir du moment où j'ai extrait les principaux patterns, je peux identifier peut-être que certains types de clients, dans certains contextes, sont particulièrement fragiles. Et je peux me poser la question de est-ce que je ne pourrais pas gérer différemment ces clients-là? Et à partir du moment où j'identifie comment mieux gérer ces clients-là, mon algorithme il est mort, il est périmé. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je n'ai pas géré de dette informatique. À chaque fois que j'industrialise un modèle, je crée une note informatique, parfois même une dette juridique. Voilà. Alors,
quand je me suis posé la question là, de la fin du projet, est-ce que j'industrialise, est-ce que j'ouvre la boîte, qu'est-ce que j'en fais, je ne perds pas ma question de départ qui est comment poser la question. C'est bien parce que je me suis projeté sur comment je vais utiliser mon modèle que j'ai une chance de bien poser la question. Mais ce qui fait la difficulté, souvent, de comment poser la question sur un projet IA, c'est 3 implicites qu'on n'a pas forcément en tête, que votre client, que Data Scientist le connaît bien, mais que le client, celui qui pose la question, ne maîtrise pas forcément. Et c'est bien qu'il en prenne conscience. Et le premier implicite, c'est est-ce que la réponse à la question que je pose est présente dans la donnée et corollaire, cette réponse est pertinente. Il ne faudrait pas pousser beaucoup pour dire que ce n'est jamais le cas. Je vais prendre juste un exemple, j'en aurai d'autres tout à l'heure. En début de semaine, on parlait de détection de fraude dans le monde de l'assurance. Si je me sers de mon historique de détection de fraude pour faire un moteur IA là-dessus, je vais industrialiser la détection des fraudes, des types de fraudes que je connais, c'est super, et je vais aussi industrialiser la non-détection des fraudes que je ne connais pas, que je n'ai jamais su identifier jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut comprendre que cette IA, elle aura sa place, mais il ne faut pas la mettre au top de mon fonctionnement, il faut trouver son bon positionnement pour qu'elle soit utilisée à bon escient et pas utilisée pour continuer à ne pas détecter ce que je ne détecte pas. Deuxième implicite, ça c'est la partie un peu mathématique de mon exposé, c'est la partie régularité mathématique d'un modèle que j'ai reformulé en langage cours d'école, ce qui se ressemble s'assemble. Ça veut dire qu'en plus de ma réponse, j'ai dans mes données des éléments de contexte qui vont me permettre de cuisiner, de reconstituer justement cette information, ma réponse. Et là, je tombe assez facilement dans ce que j'appelle le syndrome du réverbère. C'est celui qui cherche ses clés sous le réverbère alors qu'il les a perdues de l'autre côté de la rue où il fait noir. C'est idiot, c'est ce que fait le data scientist tous les jours. On lui dit, va chercher la résiliation. Il va chercher où? Dans le système d'information d'entreprise, c'est le réverbère. Rien ne dit que le système d'information d'entreprise a été conçu pour ça. En général, il n'a pas été conçu pour ça. Exemple, un jour, je modélise la performance commerciale d'équipes commerciales dans le monde de l'intérim. On me donne tout, absolument tout, et au bout d'une semaine, on se rend compte qu'on ne sait pas si les consultants y répondent en 1 heure, 1 jour, 1 mois aux demandes des clients. Est-ce qu'ils répondent avec 1 CV, 5 CV, 10 CV? Grande surprise dans l'entreprise, on ne sait pas ça. Eh non, on ne sait pas ça. Premier bénéfice, quelque part, du projet IA, prendre conscience de ce qu'on ne sait pas. Après, il faut savoir, est-ce qu'on décide d'y aller ou pas y aller. Troisième implicite, le passé ressemble au futur. On dit assez facilement que l'IA prédit l'avenir, mais avec les meilleurs mécanismes de pénalisation, de régularisation, on ne fait qu'essayer de bien modéliser, généraliser sur le passé. Alors, quand on utilise l'algorithme pour prédire l'avenir, on fait un acte de foi, souvent légitime, mais qu'il faut garder sous contrôle, que le passé ressemble au futur. Et souvent, on va le faire plutôt de manière relativement pertinente. Encore une fois, sous contrôle. Mais il y a un problème beaucoup plus majeur à ça. C'est-à-dire que si vous voulez prédire l'avenir, j'espère que c'est pour le changer. Si je prédis que telle tuile va tomber du toit et tomber sur tel passant et que ça se produit, je ne sais pas si j'aurai les félicitations. Peut-être qu'on m'en voudra parce que je serai un Cassandre et en fait mon modèle n'aura servi à rien. Donc si vous prédisez l'avenir, j'imagine que c'est pour le changer. Et à partir du moment où vous changez l'avenir avec votre modèle, la vie de ce modèle dans la durée va être compliquée à gérer. Et on a le droit de se poser la question au démarrage. Donc j'ai dit, il faut se projeter dans l'utilisation du modèle pour comprendre quelle est la question que je veux poser. J'ai des implicites qu'on ne peut jamais complètement assumer, mais dont il faut avoir conscience. Mais j'ai un problème encore beaucoup plus majeur dans les projets que je vois. Et comme c'est désagréable, je vais me cacher derrière un monsieur qui s'appelle Peter Drucker et qui dit, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on cherche? Et c'est lui qui dit, c'est pas moi. Hein. Il dit, le manager croit connaître ses objectifs. En réalité, dans 80% des cas, il ne les connaît pas. À côté de ça, il dit, même si je connais mon objectif, je ne pilote pas un objectif. Je ne pilote que des comportements qui ont un effet, peut-être, sur l'objectif, mais aussi beaucoup d'effets secondaires. Et c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien d'avoir conscience que si vous êtes la personne qui pose la question dans l'entreprise, de vous dire que votre travail n'est pas terminé à partir du moment où vous avez dit à l'équipe data, va me chercher les résiliations. Non, vous ne faites que commencer votre travail et on aura besoin de toute votre attention sur toute la vie du projet parce que très clairement, la question que vous voulez poser, ce n'est pas ça. Et je vais essayer de l'illustrer. Donc, la résiliation, c'est un peu mon exemple canonique.
Et je vais vous montrer un petit peu comment ce type de questions data dans IA dans l'entreprise, elle glisse. Elle glisse de mois en mois. Et le parcours qu'on va faire là, ça peut prendre 1 heure de réunion ou ça peut prendre 2 ans. Donc, le marketing, on va dire que c'est moi, je dis va me chercher une résiliation à l'équipe data. L'équipe data revient quelques temps plus tard en disant oui, mais attention, résiliation à combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Parce que si je ne mets pas de délai, tous les clients vont résilier. Donc, la question telle qu'elle est posée, je réponds 100% des clients vont résilier, c'est une question de temps, dans 50 ans, ils seront tous partis. Donc, c'est pas ça que je veux. Alors, est-ce que je veux 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ça dépend, j'ai un trade-off compliqué entre si je veux être précis de ma prédiction, j'ai intérêt à être le plus tard possible. Si je veux être efficace dans l'action que je vais avoir avec mon modèle, j'ai besoin d'être le plus tôt possible dans le dispositif. Donc, j'ai un trade-off compliqué, on va dire 3 mois. Et puis l'équipe retourne travailler, elle revient, elle est très contente, elle a un AUC, des KPI, de la boîte noire très, très pertinent. Et puis moi je regarde le résultat et je dis mais c'est nul votre truc. Ce qui sort dans vos prédictions, c'est les clients non pas qui vont résilier eux-mêmes, mais que moi je vais résilier parce que j'en veux pas de ces clients-là. Mauvais payeurs, mauvais risque, mauvais je ne sais quoi. Et en fait ce que vous me trouvez, c'est des clients qui ne m'intéressent pas. Ah oui, mais c'est de ma faute. Je n'ai pas posé la question de je veux les résiliations d'origine client. Ok, je repose encore la question. Cette fois l'équipe revient un peu plus tard et puis j'ai un KPI, un AUC un peu moins bon, mais ça semble honnête et puis j'y vais. Ok, alors, voilà, on va l'utiliser. Et là, enfin, je commence à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec. Et je me dis, bon, allez, je vais envoyer un email au client avec un beau cadeau et un message d'amour, ne me quitte pas, et c'est parti. Sauf que, on se rend compte à ce moment-là, c'est un petit peu tard, 40% des clients n'ont pas d'email qualifié, ce qui n'est pas rare, d'accord? Et là, je peux me dire, bon, je mets le problème sous le tapis, je prends les plus hauts scores, et puis j'envoie l'email à ceux pour lesquels j'ai l'email. Sauf que c'est double erreur parce que, d'abord, je ne suis pas honnête dans mes prédictions de performance, parce que mon modèle n'a pas été appliqué sur le bon périmètre. Et 2, probablement, j'aurais pu être un peu meilleur si j'avais vraiment appliqué mon modèle sur le bon périmètre des clients qui ont une adresse email. Encore une fois, si je m'étais projeté sur qu'est-ce que je vais faire avec mon modèle, j'aurais évité de perdre quelques mois. Peu importe, allez, on recommence, et puis c'est reparti. Et puis je prédis les résiliations, mais en production. Et puis, après, je vais peut-être passer des heures pour ne pas être trop long, mais je peux me rendre compte un peu plus tard que, en fait, ça marche pas mal, mais sur des clients qui ne sont pas très rentables. Peut-être que c'est là-dessus que j'ai les patterns les plus évidents de départ. Et je suis en train de dépenser des sous avec mon IA pour retenir des clients qui me coûtent. Pas top. Ah oui, mais j'ai pas dit au départ que je voulais retenir des clients rentables. Et je peux continuer comme ça. Après, je peux me rendre compte qu'il y a des clients qui sont bien ciblés à raison, mais ils n'en ont rien à faire de mon offre. Ils prennent le cadeau et ils partent. Ah, c'est pas top. Et en fait, si je résume l'histoire, je suis parti sur qui va résilier, mais ma vraie question, elle est comment rentabiliser un dispositif de fidélisation. Ce n'est pas du tout la même question. Encore une fois, ce cheminement-là, je peux le faire en 1 heure ou je peux le faire en 6 mois. Et mon point n'est pas du tout de dire que si vous réfléchissez bien au départ, vous aurez la bonne question. Je garantis le contraire, mais vous aurez gagné quelques mois, voire même vous aurez bloqué des projets qui vont se planter. Donc, je milite sur le fait que je vois beaucoup de projets sortir sur une intuition qui paraît propre, concrète de questions, et qui en fait se perdent sur la route. Et puis en fait, peut-être que ce qui m'intéresse, ce n'est pas un dispositif de fidélisation, c'est comprendre le comportement, les situations, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les profils clients dans certains contextes qui ont des problèmes, l'identifier et agir dessus. Pourquoi pas? Alors maintenant, je vais prendre quelques aphorismes, un peu des retours d'expérience sur ce que j'observe sur les projets IA et les illustrer avec quelques exemples vécus. Il n'est pas sûr que j'ai le temps de les faire tous, donc à un moment j'accélérerai un petit peu avec juste les aphorismes, mais pas forcément les tranches de vie qui vont avec. Si vous les voulez, je serai dans le couloir en bas pour le reste de la journée. Alors, premier aphorisme, là, c'est la réponse est disponible dans nos données et rarement celle qu'on souhaite. Donc, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, j'ai évoqué la fraude. Je vais prendre un autre exemple qui m'avait marqué. Je suis dans le monde industriel. Il s'agit de travailler, d'identifier, de modéliser l'absentéisme qui désorganise la production. Et a priori, par rapport à mon premier implicit, je me dis, bon, là-dessus, on est bien, parce que dans cette information RH, je sais que telle personne, alors pas qui exactement, c'est pas mon sujet, mais tel matricule, tel jour est venu, n'est pas venu, l'absence était planifiée, pas planifiée. Donc, a priori, la réponse est dans les données, et la réponse est pertinente. Par contre, j'ai plus de problèmes sur l'implicite numéro 2. Est-ce que j'ai les bonnes façons de modéliser ça? Est-ce que je sais si la personne a des problèmes logistiques chez elle? Est-ce que son manager n'est pas sympa? Est-ce que tout ça, je ne sais pas. Donc peut-être que j'ai un gros problème de réverbère. Mais
sur le premier implicite, je vous pose quand même la question, est-ce que vous avez des managers sympas? J'entends par sympa, si je suis dans son équipe et que je l'appelle le matin en disant les patrons, je ne me suis pas réveillé ce matin, je suis désolé, le patron me dit bon, allez, c'est pas bien. Mais bon, pose un RTT, je te le valide. Mais recommence pas. Hein. Et le DRH me répond ah oui, en fait c'est un gros problème et on en a beaucoup, on les connaît, enfin pour certains, mais ok. Ça veut dire que quand je vais modéliser l'absentéisme, je vais peut-être passer à côté du vrai problème. Et la question auquel je ne peux pas répondre tout seul, c'est est-ce que ça vaut le coup qu'on y aille ou pas dans ce projet-là? Et là, j'ai besoin que le client se dise, oui, je comprends les biais et les limites de ma situation, est-ce que je veux y aller ou pas? Et éventuellement, le projet a continué, mais il aurait pu s'arrêter là et ce n'est pas très grave. Autre exemple, là-dessus, quand on fait la Next Best Offer, hein, qui est aussi un grand classique du domaine, donc il s'agit de savoir, pour comment saturer ma base client, quel est le nouveau produit que je pourrais lui vendre. En général, on fait ça en regardant dans le passé quels sont mes clients, qu'est-ce que mes clients ont souscrit ensuite après un premier produit. Super, sauf que je ne sais pas ce qui, en général, bon, encore une fois dans l'assurance, j'ai mal reconstitué le foyer, donc je ne sais pas exactement quel est l'équipement réel de mes clients. Ensuite, je ne sais pas ce qu'ils ont souscrit chez un concurrent. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils ont souscrit, parce qu'on a un peu mis le pied dans la porte, on a un peu insisté, il a souscrit, mais enfin, il le regrette. Je ne sais pas en fait ce qu'il aurait envie de souscrire, je ne connais pas ses besoins, je vais juste reproduire le passé. Et j'ai vu ça dans un bon gros compagnie d'assurance. On paye très très cher un modèle de Next Best Offer. C'est l'IA qui va nous dire qu'est-ce que mon parc attend et qu'est-ce que je vais lui vendre. Et il est ressorti quoi? La campagne commerciale qui était le plus enthousiasmé le réseau commercial parce que ça les a renvoyés là où ils vont naturellement tout d'habitude. D'accord? J'ai juste reproduit le passé. Ils ont gagné, enfin, le directeur commercial me dit on a gagné 5 ou 6 semaines par rapport à notre calendrier habituel, ce qui n'est pas nul. Mais tout ça pour ça, bah, parfois, c'est difficile à gérer. Autre tranche de vie, prédire l'avenir est rarement intéressant. L'enjeu, c'est de le changer. J'ai déjà évoqué ça. Et là, je vous emmène dans une entreprise qui fait de l'installation de la connexion fibre optique pour Internet. Et dans X% des cas, ça plante. Je ne peux pas vous dire que c'est X, hein, c'est confidentiel, mais ça a des grosses conséquences de pénalités financières pour l'opérateur qui installe la connexion fibre optique. La question qui m'est posée, c'est dis-moi à l'avance, quand je reçois les demandes d'intervention, j'ai 15 jours, dis-moi tout de suite sur quelle intervention je vais me planter. Je leur dis peut-être qu'on pourrait plutôt essayer de ne prédire que certains motifs d'échec pour lesquels vous savez quoi faire. Allez dans l'action. Encore une fois, ce n'est pas le savoir qui est important, c'est le faire. Et on dit, non, ça c'est mon métier, je connais. Dis-nous où est-ce qu'on va se planter, et nous après on gère. J'insiste, je cède. Et arrive que je reviens comme tout à l'heure, avec ma boîte noire, avec plutôt un indicateur de performance qui est plutôt pas mal, je suis assez content. Et puis grosse frustration, je dis, bah, voici la liste de ce qui ressort, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah, je ne sais pas en fait. Et c'est en fait quand on est face au résultat qu'on se rend compte, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas nous dire pourquoi on va se planter? Alors ici, je peux faire l'interprétabilité des algorithmes, je peux dire localement pour tel ou tel cas, parce que le câble est jaune, qu'on est dans le tel quartier et que je ne sais quoi encore, machin. Et l'algorithme, il ne fonctionne pas avec de la causalité, il fonctionne avec de la corrélation. Et ce n'est pas parce que je vous dis localement pourquoi l'algorithme a décidé que vous saurez pourquoi. Ah! Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On refait marche arrière et on se repose la question quels sont les cas pour lesquels, les échecs pour lesquels je sais une solution préventive. Il y a des cas dans cette industrie-là, dans lesquels, même si on sait le problème, ils doivent aller sur place, c'est contractuel, et ils doivent perdre du temps. Est-ce que ça vaut le coup de prévenir le technicien, je t'emmène au casse-pipe, tu vas aller à un endroit, tu ne vas pas y arriver? Peut-être qu'il faut le faire, peut-être que non, ça je ne sais pas, mais il y a parfois, prédire l'avenir ne sert à rien. Par contre, on identifie deux cas. Il y a des travaux à faire à domicile et il y a un problème réseau en amont chez l'opérateur télécom dans lequel je sais quoi faire. Ça ne veut pas dire que j'ai la solution à 100%, mais je sais quoi faire. Et dans ce cas-là, on va faire cette prédiction sur ce modèle-là qui ne représente que peut-être 30%, ce n'est pas les vrais chiffres, mais c'est l'ordre de grandeur, des échecs. Donc, je n'ai pas l'ambition de traiter 100% des échecs, je ne cherche que 30% des échecs sur lesquels je sais quoi lancer et peut-être réduire, passer de ces 30%, enfin, ce qui représente 30% d'échecs pour que ça ne représente plus que 7%, parce que j'ai réussi à lancer l'action préventive. Donc voilà, prédire l'avenir, souvent le problème commence par là. Je veux savoir qui va résilier. Non, ce n'est pas intéressant. Je veux savoir quels sont mes échecs à venir. Non, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je vais faire avec. Alors j'ai déjà évoqué que l'IA ne saisit rien de la causalité et mise tout sur la corrélation.
Et l'exemple que j'ai de ça, et en fait le use case a été évoqué plus tôt dans la journée, ça m'intéresserait d'échanger là-dessus, parce que moi j'ai buté là-dessus, c'est prédire les ventes. J'ai une entreprise qui fait des ventes de vêtements sur Internet, et il a à peu près les mêmes modèles depuis 10 ans, il est produit en Chine, et il me dit, bah, ça va être simple, pour vous c'est basique, dites-moi ce que je vais vendre dans 3 mois, dans les 3 mois qui viennent, parce que quand je commande, il me faut 3 mois pour récupérer, enfin, je commande et je suis livré 3 mois après, donc j'ai besoin d'anticiper mes ventes de 3 mois, pour passer les commandes adéquates. Et alors moi, je ne sais pas faire. J'aimerais bien, si des gens savent faire, qu'on en discute après. Parce que si mon objectif, c'est piloter les commandes, moi, je suis certain que les ventes qui ont été faites dans le passé, c'est lié aux commandes qu'on a passées. Imaginez, chaque année au printemps, parce que j'ai peur des stocks et que mon comptable me tape dessus, je commande peu. Qu'est-ce que j'ai vendu? Peu. À l'été, j'en ai marre, je commande beaucoup parce que j'en ai marre d'être en rupture de stock, et puis je vends pas mal, mais à l'automne, j'ai beaucoup de stock, et je fais de la promotion, 3 pour le prix d'une, machin, et je vends. Qu'est-ce que j'ai vendu? Beaucoup. Mon IA, dans lequel j'ai enlevé ce qui se ressemble, s'assemble dans les features, j'ai enlevé la commande, elle va me dire, hey, au printemps, tu vends rien, l'été, c'est pas mal, l'automne, tu te gaves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reproduit les erreurs du passé. Autre problème là, sur la causalité qui me manque dans le modèle, je leur dis peut-être que tout ce que font vos équipes, vous ne faites pas la production, donc vous faites le marketing, les mises en avant, les promotions, les machins. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ah oui, c'est ça qui fait l'essentiel de driver de nos ventes. Ok, vous pouvez me dire depuis 10 ans ce que vous avez fait comme promotion, comme mise en avant, comme machin? Et si je fais une prédiction pertinente, ça veut dire que je dois anticiper qu'est-ce que vous allez faire comme mise en avant pendant les 3 mois qui viennent d'un point de vue commercial? Ah non, non, nous, on ne garde pas ça du tout en mémoire, on ne peut pas vous le dire, et puis... Comment je vais être capable de vous prédire les ventes si je ne sais pas quelle sera l'activité de vos commerciaux, pas de votre marketing dans les 3 mois qui viennent? Est-ce que je dois faire des scénarios? Est-ce que... Ok, donc j'essaie de reformuler la question différemment. La mission, c'est pas faite, mais pour moi, ça fait partie des choses difficiles. L'objectif business est rarement de minimiser les erreurs de prédiction. Ça, c'est important. Oui, merci. C'est important parce que... le data scientist, j'en suis un, je peux faire parfois l'erreur aussi, a tendance à utiliser le réglage par défaut du modèle qui dit bah, je vais prendre la minimisation de l'erreur. Il n'existe pas, dans mon expérience, de situation business dans laquelle l'erreur est symétrique. Je vais prendre un exemple. Alors, il faut que j'aille très très vite. Une entreprise qui fait de la réparation de machines à laver, de lave-linge partout en France. J'ai diagnostic au téléphone, j'identifie la pièce qui est potentiellement concernée, mais je ne suis pas sûr. Je vais envoyer un technicien aller faire la réparation. La question, c'est je lui donne une pièce détachée avec ou pas, préventivement? Si j'envoie une pièce détachée à tort, ça me coûte 10 € de logistique. Ok, une erreur à 10 €. Si je ne lui envoie pas la pièce détachée et qu'il y va et qu'il en fallait une, il va faire une deuxième intervention, 50 € en plus. Si je minimise l'erreur, en disant je veux juste un taux d'erreur minimum, ce qu'on va faire naturellement, eh bien, ce ne serait pas l'optimum économique. Mon optimum économique, il correspond à faire plus d'erreurs que ce que je peux en faire, mais plus d'erreurs de type 10 € que de type 50 €. Qui en plus va faire qu'il y aura moins de double visite pour réparer un lave-linge et que mes clients seront davantage contents. Donc, si je laisse faire en data scientist sans rentrer dans le détail, il va me faire le réglage qui ne correspond pas à mes besoins. Il me reste 3 minutes, donc pour la suite, si vous voulez d'autres tranches de vie, on pourra en discuter. Je vous l'ai dit simplement, l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. C'est du Paul Valéry. Et on peut avoir un exemple par rapport à la police prédictive. Mais pensez-y dans vos use cases à vous. L'éthique parfaite est inaccessible, et là on a un théorème mathématique. Je l'ai mis là pour frimer un petit peu, là, la formulation, elle est un peu compliquée, mais je ne peux pas garantir tous mes KPI d'éthique quand je manipule des données sur des personnes, avec des décisions sur des personnes. Et là encore, je ne dois pas attendre d'avoir fait mon modèle pour décider ce que je veux faire. J'ai le droit de me poser la question avant, en disant quels sont les critères que je veux respecter dans mon modèle. Ça, c'est pour frimer. On a déjà évoqué plusieurs fois ChatGPT. Donc, j'ai vu passer un use case que je trouvais intéressant. Comment différencier les œufs de vache et les œufs de poule? Il m'a répondu. Et donc, ça veut dire, c'est pas parce que j'obtiens une réponse à ma question que ma question était pertinente. Je peux, là c'est facile, c'est idiot, mais j'ai très vite fait de poser une question qui me paraît intelligente, mais en fait elle ne l'est pas. J'ai une réponse, je crois que c'est bien du coup, mais en fait non. Un algorithme me répond toujours, même quand il ne sait pas. C'est ça qui est dommage. Et puis parfois, j'ai une question qui est pertinente. Représente-moi un saumon qui descend une rivière, il donne une réponse qui n'est pas complètement pertinente. Mais comment, là c'est facile, mais comment dans un jeu de données, dans une boîte noire, se rendre compte que la réponse n'est pas pertinente? C'est compliqué. Voilà, et du coup, pour ma dernière minute,
mon objectif n'est pas de vous décourager de poser des questions à la data, j'ai envie, donc s'il vous plaît, continuez. Mais considérez que c'est un vrai challenge, que c'est intéressant. C'est ça qui fait que le projet n'est pas purement mécanique, c'est qu'il y a besoin d'interaction, il y a besoin que le data scientist vous challenge sur pourquoi vous voulez faire ça. Et ce n'est pas juste pour vous embêter. Moi, je forme quelques data scientists et je leur dis, le plus dur, c'est pas de trouver la réponse dans les données, c'est vraiment de poser la question, aider votre client à comprendre ce qu'il cherche. Parce que lui, il est vraiment tout seul, quoi. Du coup, moi, j'ai mes listes de, c'est pas lisible, mais c'est mes listes de checklists à poser au début d'un projet. D'accord. Ça plante des projets dès le départ, ce qui est plutôt bien. Ça aide à les recadrer parfois. Très souvent, même tout le temps, on n'a pas la réponse à toutes les questions, mais au moins la personne qui pose la question sait où est-ce qu'elle est dans le flou. Et se dit, est-ce que j'y vais quand même malgré le flou dans lequel je suis. Et derrière, une fois que la question est posée, à peu près bien posée, de toute façon, dans la réalisation du projet, attendez-vous à ce que votre question glisse. Et j'en fais même un critère et je m'arrête là, un critère de réussite, de bonne santé du projet, c'est que ma question, elle a glissé de sprint en sprint. Je m'arrête là. Merci pour votre attention.